Salut les amis, salut à tous, on se retrouve en direct, on a un problème avec le générique, je sais pas ce qui s'est passé Mathéo, mais bon, c'est ça, les aléas du direct, d'un coup ça nous... est à l'heure, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, trop étonné qu'on soit à l'heure. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre pour ce petit live. Salut à Bobby Bob qui est parmi nos fidèles sur Facebook et sur Kik aussi. Je sais que tu vas être très attentif, Mathéo, à ce qu'on puisse répondre et passer vos messages aussi en direct. Donc voilà, on est ravis de vous retrouver. On a un programme assez dense, hein, Mathéo. Il y a plein de choses à dire sur le hockey sur cette dernière semaine. Ouais, totalement. On a fait le choix là de tout simplement parler un peu de. Salut les balayettes. Je sais pas, je vois pas qui c'est là en direct, mais ça me fait très rire. Ça commence bien cette émission. Et salut Nino sur Kik également. Ouais, donc on vous salue tous. Donc gros programme, on disait. Donc on va parler de la Magnus, de la D1, même un peu de D2 parce qu'on n'en parle jamais. Et puis c'est quand même du hockey français qu'on aime bien. Donc ça va être cool. On vous fera un petit conseil Noël aussi. Pour les jeunes notamment en fin d'émission. On parlera de nos franchises, on parlera de l'équipe de France U20 qui s'attaque au mondial d'ERA, très important voilà pour nos jeunes et pour leur mise en valeur. Et puis déjà quand on aura parlé de tout ça, ce sera pas mal avec quelques petites anecdotes croustillantes et quelques petites infos régulièrement qu'on a été vous chercher au fur et à mesure. C'est Pierre, ça fait plaisir. Salut mon Pierrot. Allez suivre le groupe All the Hockey in the World. Le nom de groupe le plus compliqué à prononcer de l'histoire du hockey sur glace. Groupe éminemment sympathique de hockey sur glace sur Facebook. Et puis suivez Pierre qui est du côté de Gap. Voilà. Oui. Il fait partie des bénévoles. Force au hockey gapensais en ce moment parce que c'est pas simple. Et on remercie aussi l'ensemble des bénévoles du hockey français. Oui, absolument, parce qu'il y a eu la journée des bénévoles. On sait, comme toujours, c'est un peu comme la journée de la femme. Il faut les remercier toute l'année, les bénévoles, et puis avoir toujours beaucoup de sympathie à leur égard, et pas que sur une journée. Mais bon, on en profite aussi pour, comme pour l'instant, nous on est aussi bénévoles dans notre projet des balayeurs. Mais voilà, pour saluer tous les balayeurs qui font vivre le hockey français, clairement aujourd'hui, c'est la force vive la plus importante du hockey français, aujourd'hui. T'as dit tous les balayeurs du hockey français, donc ils font tous partie de notre communauté maintenant. Ah oui, c'est ça, tous les bénévoles ou balayeurs, allez, on vous appelle tous des balayeurs. Venez de notre famille. Voilà, fallait les remercier, et puis particulièrement Pierre aussi, qui est commentateur fansite à Gap, qui fait un excellent travail. C'est toujours un plaisir de regarder les matchs de Gap. Et donc, voilà. C'est clair. D'ailleurs, je me rappelle plus si on avait parlé ou pas dans une émission, mais Fansite ne sera peut-être plus le diffuseur du hockey français la saison prochaine. Il y a un appel d'offres qui est en cours, donc on est très attentif en tant que passionné de hockey et puis très intéressé par tout ce qui est média hockey, à savoir qui entrera dans la course et qu'est-ce qu'on aura à l'arrivée comme résultat, quoi. On espère qu'il y aura une amélioration et qu'on ira toujours vers le positif pour la mise en valeur du hockey français. Sachant qu'il faut savoir ce qu'on va gagner, mais aussi ce qu'on va perdre potentiellement. C'est sûr qu'en termes de qualité, on n'est pas toujours sur de l'exceptionnel, mais ceci dit, ça couvre assez large au niveau du hockey français. Donc bon, on va voir ce qui nous attend pour tout ça. On espère que ce sera du mieux. C'est vrai que Fansite, en vrai, il couvre... Ouais, il y a les U20, il y a la D3, oui, il y a du U20, même du U15. Hein. Ouais, en fait, c'est après, c'est libre, hein, c'est un peu, c'est un peu à l'envie de chacun, donc, mais c'est quand même à souligner, et puis c'est pas mal. Il n'y a pas que du senior. Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a quand même les moyens de diffuser par ses propres moyens, sans passer par Fansite non plus. Hein. Je veux dire, il y aurait plus d'audience, limite, sur les Facebook des clubs. C'est ce que j'allais dire, il y a des gens qui arrivent à faire du beau boulot avec des téléphones, des fois, donc... Ouais, c'est clair. Et on salue également les fanatics de Caen et Vénoré de... Ouais, nos fidèles, merci. Fidèles. Ouais, ça fait plaisir de vous avoir tous les dimanches avec nous. Fanatics qui ont dû faire le gap Facebook Kik, hein, parce que d'habitude c'était sur Facebook. Oui, c'est vrai. À faire la même chose. Ou peut-être qu'ils sont plusieurs à gérer le compte et que du coup il y en a une partie de côté, une partie de l'autre. C'est rare qu'on les voit. Ça fait plaisir. Salut d'ailleurs à tous les groupes de supporters du hockey français. Merci d'animer nos patinoires. C'est vraiment toujours un plaisir de vous rencontrer aussi, d'aller à votre rencontre et de partager votre passion pour ce sport et pour vos équipes respectives. Donc on le disait, on a un gros programme, on va l'attaquer tout de suite avec la Magnus parce qu'il n'y a pas moins de 3 journées qu'on doit débriefer, puisque avec notre émission du dimanche, on avait une journée en fait dans la foulée après.
Donc on en a 3 journées de suite, la 22, la 23 et la 24, avec des dynamiques qui sont assez claires quand même. On a pas mal d'équipes qui sont à 2 victoires, 1 défaite. En même temps clair, pas tant que ça, mais en tout cas, on peut mettre en valeur les séries de... y a Rouen qui a 3 victoires. Je crois que c'est une des rares équipes qui a gagné ces 3 matchs. Dont, mais qui n'a pas pris le maximum de points puisqu'ils sont allés jusqu'au tir au but contre Bordeaux, qui était l'équipe en grande forme du moment. C'est le choc un peu de la Magnus du dimanche, justement, de la journée numéro 22. Et Bordeaux aussi qui a en vrai des belles perfs. Sur le résultat, c'est peut-être pas ce qui était attendu, mais ils prennent des points et même côté joueurs, ils disent que faut pas s'arrêter sur une défaite. À Rouen. Ah non, surtout pas. Et puis en plus, tir au but contre Rouen, franchement, il y a pas de problème. Ils sont encore dans le bon sillage. Et puis ils l'ont prouvé. Alors ils l'ont prouvé en allant gagner à Anglet 7-1. Ça, jusque-là, on est plutôt dans une logique, certaine logique, même si c'est toujours un derby parfois chaud entre Anglet et Bordeaux. Ouais, il était particulier ce match en plus. Moi, je l'ai regardé. Dylan Saint-Cyr est sorti après le 4e. Ouais. Alors que c'est peut-être la satisfaction numéro 1 théoriquement. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Et c'est Guillaume Duquesne qui a dû le remplacer. Donc, les amateurs de D1 le connaissent très bien. Oui, bien sûr. Et pareil, un peu compliqué pour lui, même si à la fin il s'en sort bien. Qui était le gardien de Neuilly l'an dernier, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, et puis longtemps le gardien de Dunkerque. Oui, bien sûr. Ouais. Passé à Brest, enfin un peu partout. Et compliqué pour Anglet, mais il y a du potentiel dans cette équipe et il y a du potentiel un peu dans toutes les équipes de Magnus, je veux dire, mais tout le monde n'arrive pas à l'atteindre forcément, mais je dirais que c'est peut-être juste l'erreur d'Anglet, c'est parce qu'on verra après sur les autres journées, ça allait un peu mieux pour eux. Ouais, complètement. D'ailleurs, ça fait le pont, enfin on parlera tout à l'heure un peu des U20, mais c'est un peu paradoxal, mais une équipe comme Gap qui a pas mal misé sur les jeunes français, il y en a quand même un certain nombre, ils se retrouvent sans 2 ou 3, enfin au moins 2 je crois qui partent en équipe de France U20. Je crois qu'il y a Nathan Cal et doit y avoir... Même 3 je crois. Chauvel, Cal. Chauvel, et il y a peut-être Fort, le petit... Non. Ouais, peut-être, je sais pas, au moins 2 sûrs en tout cas, mais bon c'est un peu paradoxal parce que du coup on les prive de jeunes talents. Qui serait bien utile dans la période. On est à 6 défaites de suite côté Gap. On a vu le coup de gueule de Sébastien Oprandi sur les moyens à disposition et sur le fait que c'était un peu le miracle permanent à Gap et que là on était un peu en train de se réveiller et que y avait quand même une prise de conscience, une mobilisation, que les joueurs étaient présents, bossaient et que c'était une très mauvaise passe, mais que après la trêve il espérait que sachant que c'est lui qui assure l'intérim entre guillemets. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. En plus, au-delà de ça, ils ont leur coach qui est le coach d'équipe de France U20. Il est parti préparer les U20, donc contexte un peu particulier, compliqué à Gap. Comme tu le dis, on a pu réécouter une déclaration d'après-match juste après la défaite, la dernière défaite face à Marseille. Et, très touchant d'ailleurs. C'est pareil, il appuie sur le fait qu'il faut que les gens soient réalistes par rapport à Gap, qu'il y a un budget qui existe et que il n'a pas utilisé le terme surperformance, mais sur les dernières années c'était le même budget. Il y a un côté un peu mirage quoi, où tout. Faut revenir à la réalité. L'état de Gap il est comme il est. Et puis simplement pour eux là, va falloir trouver les solutions. Donc c'est ce qu'il en a parlé, c'est du soutien même je pense de partenaires, du public aussi, où faut être réaliste et arrêter de crier un peu partout sur les réseaux sociaux, mais ça t'y peux rien. Écoute, on s'habitue au caviar et au foie gras. C'est un peu, je trouve que humainement ça se comprend quand on a vécu de telles heures. Ils font finale de Coupe de France. Et d'ailleurs moi-même je me suis fait blouser, honnêtement, parce que je les ai mis très haut dans le classement de Magnus, parce que pour moi justement Gap c'était vraiment la régularité à haut niveau quoi. Ouais, c'est ça. Puis voilà, ça parle également d'ajustement. Ils sont en train de chercher là sur le marché activement depuis maintenant plusieurs jours, semaines je pense, et il faut s'attendre à avoir du changement côté Gap, mais pareil, il faut respecter un certain budget, et le budget de Gap, totalement. On le connaît, il est resserré.
Ouais, totalement. Ça va quand même pas mal du côté de Grenoble. On a l'impression qu'en tout cas, on a traversé le plus dur peut-être. Avec cette Coupe d'Europe notamment. Après, au classement, on n'a jamais été vraiment largué côté des BDL. Mais là, on a assuré avec 2 victoires, une défaite contre Rouen, l'éternel rival. Mais bon, voilà, la semaine est quand même correcte quoi, pour les Grenoblois, plus que correcte d'ailleurs. Ouais, bah, victoire, la dernière victoire face à Nice, 5-1. Et puis tout simplement, oui, bah Grenoble, ça reste un ogre. Rouen, Oui. c'est compliqué à aborder ces matchs-là. Et puis sinon, bah, face à Cergy, victoire 5-2. Donc ils arrivent à avoir les résultats. De toute façon, je pense que les supporters n'attendent que ça de Grenoble au vu de la position dans le classement. Troisième, je pense beaucoup d'équipes en rêvent, mais côté Grenoble, la troisième C'est place, vraiment la limite, quoi. c'est ça, Du tolérable. Ouais. Ils attendent au-dessus et c'est compréhensible. Ouais. Mais voilà, sur cette semaine, en tout cas, en termes de résultats, ça va. L'ego a peut-être été touché à Rouen, mais c'est rival historique, c'est normal. Hein. Bah, d'ailleurs, Rouen, au passage, il gagne. Il se tapait Bordeaux, qui est l'équipe en forme. Grenoble, où ça va quand même mieux aussi. Et après, je crois que c'était Chamonix leur dernier match. Ouais, à Chamonix, c'est ça. Donc, ils jouaient toutes les équipes un peu de haut de tableau. Là. C'était intéressant de voir ça. Et ils gagnent finalement 2 matchs par un but d'écart, un match par 2 buts d'écart. Donc, voilà, on a vraiment fait le boulot très pro côté rouennais, côté normand. Ouais, bah. C'est les victoires au mental, un petit peu à la use, mais c'est comme ça qu'on finit champion. Hein. Généralement, faut des résultats comme ça. Tu fais rarement que des 5-0. Après, champion, c'est les playoffs. Hein. Donc là, ce sera encore une autre saison. On verra ça. Ouais, non, c'est sûr, mais champion de ouais. saison régulière, en tout cas, les matchs sont longs. Ah oui, et les points, il faut que tu les prennes Ouais, c'est les bonnes séries. Faire les bonnes séries au bon moment. Donc, belle série de Rouen qui, du coup, s'installe plus que jamais devant. Sachant que et Grenoble et Angers ont laissé une défaite en cours. Sur leur série, contre notamment pour Grenoble. Et on a Marseille qui est pas mal encore, avec 2 victoires, une défaite, qui confirme que c'est une équipe qu'il faut considérer comme une équipe de première moitié de tableau, sans problème. Ouais, à Gap, ils sont allés gagner seulement 2-1, mais ils pouvaient largement faire plus, parce que je crois qu'il y a 2 poteaux dans le match, ou 2 poteaux, une barre, mais c'est... Vraiment, la chance n'était pas de leur côté, mais ils ont réussi à prendre les 3 points. À noter les nombreux supporters marseillais qui ont fait le déplacement à Gap. Il y a réellement une vraie. On rappelle que les 2 clubs étaient liés en licence bleue quand Marseille était en D1. Donc il y a une vraie proximité et je pense une certaine amitié entre les 2 clubs au niveau des directions, etc. Donc c'était un derby un peu particulier pour eux, une forme de derby en tout cas de clubs amis et qui travaillent ensemble. Notamment pour la formation où là Marseille a beaucoup de travail à faire pour arriver à produire autant de joueurs que Gap à l'avenir. Mais bon, il y a un potentiel, c'est une très grande ville, Marseille, il y a une très belle patinoire. Donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Mais l'engouement. Ouais. Et il faut souligner aussi Cergy qui avait rapidement remonté son handicap 2 points au classement pour commencer la saison, qui après à un moment donné s'est un peu resitué dans le rang, et puis voilà, là on a quand même 2 victoires sur les 3 matchs, donc ça tourne fort à Cergy, le recrutement était bon, et puis on a quelques joueurs français qui font de sacrés diffs, dont on en parlait avant l'émission, Vincent Melin, qui fait une saison incroyable. Ouais, Vincent Melin, défenseur qui était à Mulhouse à l'époque, et très très belle pioche. Ah ouais, franchement. Jonathan Paredes. Comme d'hab. Ouais. Et bravo au staff de Cergy d'avoir réussi à le conserver aussi, parce que vous lui faites confiance et vous le rend bien. Et dans la victoire 12-0, la grosse victoire de la Magnus des dernières semaines de Cergy face à Briançon, il fait partie des hommes forts de ce match-là. Mais c'est pas le seul JFL à Cergy. Il y a Lim Tong aussi. Ouais. Qui est excellent, je le cache pas, je le connaissais pas avant ce début de saison. Non, on le découvre en tout cas vraiment plus. Le nom on connaissait, mais revenir en France, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant en Magnus. Très intéressant. Ouais, il a 1 point tous les 2 matchs, un peu plus.
Et franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont fait venir Phileas Perenou également, qui était à Mulhouse, Strasbourg. Il appartenait à Mulhouse, mais des fois il était prêté à Strasbourg. Ouais. Et c'est un. Oula. Alors, on t'entend toujours, hein, je pense. Vas-y. Ok, c'est un 2004 qui est excellent et tout simplement très très bon choix, Sergi, d'avoir su le récupérer dans le contexte mulhousien. Ouais, très belle pioche. Et franchement, ils étaient très très bons. C'est bien. Toi, on en a parlé d'un nouveau jeune, enfin deux même avec Limtong. Voilà, il faut les mettre en avant. Super travail qui est fait à Sergi dans la continuité de ce qui a été mis en place. Donc voilà, aujourd'hui ils font le boulot pour ne pas se retrouver complètement à la rue au classement et c'est très bien. Justement, le classement, un petit point dessus. Donc, on a notre trio de tête, Rouen, Angers, Grenoble, 23, 23 et 22 points, respectivement. 23 et 22 matchs joués, pardon, évidemment. Donc, un match de moins pour Grenoble encore. Ensuite, on a Marseille, mais qui a joué beaucoup plus de matchs, du coup, 25, mais qui est en 4e place. Et puis Amiens, on n'en a pas parlé, mais voilà, Amiens a eu 3 matchs assez intéressants quand même, avec une large victoire contre Nice 8-2. Impressionnante, là, on a vraiment l'offensive amiénoise tourne fort en ce moment. Donc il y a eu la défaite contre Marseille, certes, mais on a bien réagi par la suite en allant gagner à Bordeaux. Ça, 2-1, ça c'est une victoire qui vaut cher. Et on a un Thomas Simonsen qui confirme plus que jamais que je pense que les portes d'un bon championnat européen vont s'ouvrir pour lui. Et ce sera largement mérité puisque c'est un jeune talent français extraordinaire on a hâte de voir son développement, mais franchement, on en prend plein les mirettes. On a eu la chance, nous, de le voir en D1 un peu avant. Et c'est un talent incroyable, quoi. On lui souhaite de faire comme Texier ou comme Fabre et exactement. Partir dans les championnats soit suédois, finlandais. C'est des bons championnats, surtout pour son style à lui. Je pense que c'est les championnats adaptés. Il a clairement le talent, je pense, pour s'imposer à l'étranger. Et la mentalité sûrement aussi. Et tant mieux. Et on a de la chance de l'avoir en France, mais je pense qu'on aurait plus de chance s'il partirait à l'étranger. Alors certes, pour le public français, c'est la logique. Ça fait mal, mais il faut penser au hockey français en général, à nos équipes de France. Et même pour lui, sa carrière à lui, je pense que le meilleur choix aujourd'hui, s'il a la possibilité, c'est de partir à l'étranger. Oui, puis ça laissera la place à d'autres jeunes qui vont aussi se mettre en valeur. Donc c'est pas un problème quand c'est un peu la même logique quand tu perds un joueur, quand t'es en D1 pour de la Magnus, t'es content pour lui, tu vas pas non plus t'en plaindre. C'est plutôt la récompense d'un bon travail, d'une bonne mise en valeur du joueur. Donc voilà, chapeau à Thomas Simonsen qui est très chaud. Et voilà, Amiens qui est une équipe spectaculaire à avoir joué. Ouais, mais c'est une équipe hyper bizarre. En fait, ils arrivent à gagner un match avec 6-1 d'un coup, et le match d'après ils vont en prendre 5, et le match d'après ils vont en marquer 4. Mais c'est trop bizarre parce que les perfs courant alternatif. Non, mais les perfs sont hyper hétérogènes. Difficile à lire. Je sais pas si on peut regarder les derniers matchs, mais par exemple, tu vois, ils vont gagner 2-1 à Bordeaux. Le match d'avant, ils avaient et juste avant, ils ont pris à domicile face à Marseille. Quoi. C'est impressionnant. Ouais. Et le match d'avant encore, ils étaient. Ils ont gagné 8-2 contre Nice. C'est trop bizarre. Cette équipe est trop bizarre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un potentiel c'est ça. Qui est, quand ça tourne bien, ça vaut le top. À rester dans le tourne bien. Quoi. Ouais. Complètement. Donc voilà, donc on a 4e Marseille, 5e Amiens, 6e Bordeaux. Qui s'est parfaitement replacé dans ce championnat. 7e Chamonix qui c'est un peu plus compliqué pour les Chamonniards, mais ils n'ont pas eu un calendrier facile non plus. 8e Cergy, donc Cergy pour l'instant en play-off, et c'est pas un mince exploit avec le budget un peu mesuré de cette année, et en plus le fait d'avoir des points en moins pour commencer le championnat. Franchement, chapeau au travail qui est fait là. Ensuite, on a Nice qui est juste en dessous de cette barre des 8 qui jouent en play-off. Et puis après, Anglette, Gap, Briançon qui est un peu le trio de bas de tableau qui se démarque un peu pour l'instant, quoi. C'est ça. Et je me permets de retourner sur Kik parce qu'on a une réponse à ce qu'on a eu tout à l'heure. Parce qu'on parle beaucoup et un peu compliqué de se couper. Mais oui, Nino, par rapport à Fansite qui nous disait que Plan de Match aurait annoncé que Fansite avait répondu à l'appel d'offres aujourd'hui.
Donc, ils font partie des, mais ça m'étonne pas. Ouais. nous, on n'est pas particulièrement choqués de savoir ça. Après, le choix final, ça l'a fait des. Non, c'est un appel d'offres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'ouvre à d'autres possibilités. Donc, tant mieux. Et la Fédé a totalement raison de le faire. Il faut le faire quand le contrat arrive à échéance, de toute façon, pour s'ouvrir le maximum de possibilités. Après, on verra qu'est-ce qu'on a en face. Voilà, qu'est-ce qu'il y a entre les mains de la Fédé. Ça devrait être assez intéressant à ce niveau-là. Donc, Puis aussi, il a appuyé mon constat de cette équipe bizarre qu'on avait pris 7 également à l'Ice Park. Donc. Ouais, complètement. Mais bon, en même temps, Angers, quand ça tourne aussi, c'est le degré du dessus, je pense, encore en termes de qualité. Angers, d'ailleurs, anecdote folle, attaqué par les blessures, etc. On fait rejouer Zach Torquato, qui était passé assist coach. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et ils l'ont aligné ce 4e bloc avec les jeunes. Ouais. Et ça, et puis l'info dont tu as tout à fait raison, ça c'est une vraie info intéressante. Torquato, le retour pour dépanner. Et puis, on va du côté de Grenoble chercher un étranger de Chambéry pour se renforcer. Du côté de Grenoble, quand même. C'est un truc de dingue, quand même. Ça, c'est... Mais en même temps, je suis pas étonné. J'ai l'impression que c'est des prospects... Ah oui. C'est recruté par la maison mère grenobloise. C'est recruté par Grenoble. Vas-y, on l'adapte au hockey français en D1 avec Chambéry pour qu'il ait le niveau pour la Magnus. Déjà, avec Samuel Johnson, le centre... On avait ce type prospect Magnus. Ouais, il y avait Dano aussi, du coup, qui était un peu aussi. Dano, c'était particulier. Top D1. Ouais, mais lui, Magnus qu'ils ont tenté. C'était un joueur de D2 qui avait été recruté par Chambéry. C'est vrai, pas le même style de recrutement. Là, c'était vraiment des joueurs qui jouent en junior majeur, qui ont des stats intéressantes et imposantes. Samuel Régis, c'est un défenseur qui avait des très belles stats pour un def en junior majeur. Il a été récupéré par Chambéry, c'était l'une des belles pioches de D1. Ouais, complètement. Ouais. Samuel Johnson qui n'a pas été conservé, c'était pareil, il était à 72 points en junior majeur, c'est le haut chapeau de junior majeur. Carrément. Et pour moi, c'était des joueurs qui pouvaient finir à Grenoble et qui, pour moi, devaient se développer à Chambéry. L'un n'a pas été conservé. Là, ils ont peut-être précipité les choses en faisant monter Samuel Régis. Sur ces 2 matchs, il a déjà une assist. Donc le défaut offensif se montre. Mais puis finalement, dans une logique aussi financière, c'est particulier c'est pas mal, la manière dont c'est fait. C'est qu'on a l'habitude de voir des jeunes Français monter avec ça, les licences bleues dans l'autre sens, ça fait bizarre. Hein. Mais puis non, mais c'est licence bleue sur un Canadien. Ah oui, pas licence bleue, mais ouais, c'est ça. Des prêts de joueurs étrangers. Joueurs étrangers. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de lire licence bleue pour les relations entre les deux clubs, mais non, c'est pas complètement pas ça. C'est particulier, mais ça montre un peu le choix qui est fait côté grenoblois pour la formation. Ouais, tout à fait. Parfait. Alors apparemment il y a des petits problèmes d'image sur Kik. Je sais pas ce qui se passe exactement. On espère que ça va être rectifié au fur et à mesure. Si vraiment c'est pas très regardable, de toute façon on est toujours sur Facebook au cas où. Donc le groupe hockey ou la page des balayeurs, n'hésitez pas à venir de ce côté-là si la retransmission n'est plus aussi bonne du côté de Kik. Petite anecdote aussi, mais bon, je pense que beaucoup l'ont vu passer. En Magnus, il y a un arbitre qui a vu le palais d'un peu trop près sur un match. C'est Yann Furet. Yann Furet, ouais, exactement. Sur le match, il me semble que c'est le match Gap-Anglet, dernier match de Magnus là, qui s'est déroulé, où déviation de palais qui finit dans la bouche du malheureux, tout simplement. Il a eu de la chance qu'il y ait eu un médecin dans le public. Ils ont fait appel, la table de marque, à un médecin qui a pu s'en occuper pour les premiers gestes et qui l'a emmené dans son cabinet, dans Gap. Donc point de suture, 2 dents replantées. Ah oui. Et c'est les joies du hockey, Sylvain. Ouais, c'est ça. Du métier, comme on dit. Et puis on lui souhaite un bon rétablissement à Yann et on remercie également les arbitres. Une vraie pensée pour lui. En passant, parfait. Est-ce qu'on passerait pas à la D1, cher Mathéo, ou à moins que tu aies une petite anecdote entre-temps pour nous égayer. Peut-être après la D1, l'anecdote. Après la D1, ça m'irait bien après la D1 aussi.
Donc la D1, il y avait, en fait, il y avait une journée, mais il y a eu un match qui a été avancé entre Tours et Nantes, une victoire de Nantes 2-1 sur la glace de Tours. Voilà, Nantes confirmait sa très bonne forme du moment, mais qui n'a pas pu enchaîner à Neuilly puisque le match n'a pas pu se dérouler dans la lignée de nos patinoires françaises. Une belle histoire. On est en train de faire des travaux à Neuilly dans la patinoire, ce qui était nécessaire d'ailleurs, et avec les intempéries, etc. Et malgré le travail sur place des ouvriers un peu de la patinoire et des employés de la patinoire, on n'a pas pu jouer parce que il y avait des infiltrations et tout. Enfin, c'est assez catastrophique. C'est l'épisode 456 ouais, c'est ça. des patinoires en France. Ouais, 456 du dernier mois. Ah oui. Non, mais ouais, c'est ouais. Oui, il y a une saison par mois, on vous avait pas prévenu. Non, c'est... on n'a pas besoin d'en développer. What else, voilà, c'est un peu ça, mais en tout cas, force à vous qui êtes confrontés aux galères multiples autour des patinoires, des personnels de patinoires, Nantes, qui font ce qu'ils peuvent, etc. Ouais. Nantes sont pas très chanceux parce que ça fait 2 fois cette saison pour eux. Ils Ouais. ont un problème de glace, donc ça Ouais. fait qu'ils vont avoir 2 matchs de retard sur certains. C'est clair. Mais bon, on a pris un peu de points d'avance côté nantais. On est pas mal, donc mais bon, ça casse un peu la dynamique, c'est dommage pour eux. Pour ça, sinon les faits marquants, c'est le retour en force d'Épinal. On savait qu'à un moment donné, il allait avoir une réaction. Elle est arrivée et sous la forme d'un 8-2 face à Brest, qui a été implacable. Une équipe plus forte qu'une autre, tout simplement, sur cette rencontre. Ouais, une solide perf de Tristan Thévenot, le remplaçant de Antoine Bonvalo. Oui, exactement. C'était pas comme Courtoison à la base, Ouais. qui avait été sollicité, mais il y a eu un changement à Meudon et finalement c'est Tristan qui est conservé en numéro 2 pour Épinal. Il en prend 2, mais sacré perf quand même de son côté. Ouais, parce qu'on a une belle offensive du côté de Brest. Oui. Donc faut faire attention, c'est une équipe dangereuse quand même. Olinek, Dubé, Mirnov, Ouais, c'est quand même costaud. La grosse ligne. Graham Avenel aussi. Ouais, oui, il y a des bons joueurs à Épinal. Et à Brest. Ouais. Et Épinal également. Épinal, oui, il y a révélateur, mais il y a pas de problème. Ouais. On a aussi des joueurs solides. mais voilà, Épinal, voilà, c'était un petit accident de parcours à Meudon. Ils ont rappelé que papa était de retour. Et... C'est ça. Le patron est encore là, il y a encore des choses à dire. De toute façon, en gros, la hiérarchie s'est clairement dessinée sur cette journée, puisque on a eu victoire de Dunkerque également, victoire de Strasbourg, victoire de Caen. Donc en fait, le quatuor de tête, ils ont dit hey, coucou, on veut pas lâcher nos places là. Ok, on a eu une petite baisse, un petit coup de mou, mais là on remet l'église au centre du glaçon ou le palais au centre du glaçon. Oui, c'est. Et puis voilà. C'est les grosses équipes de D1 maintenant. On a assez de journées pour savoir qui sont les cadors de ce championnat, même si le championnat est assez homogène. Il y a quand même des équipes qui jouent plus vite que d'autres. Ça, on le sait clairement. Après, le Cholet-Caen, il y a ces victoires 4-3 des Canets qui égalisent en fin de match, en plus, je crois, sur la fin de match. Cholet, c'est très compliqué pour eux. Ouais. C'est pas la première fois que ça arrive. À Chambéry, dans le déplacement, c'est la même chose. Ils se font égaliser en fin de match et pareil, ils perdent comme ça. Cholet, ça doit être une victoire sur les 5 derniers matchs. Sur les 4, c'est... Pour la meilleure attaque du championnat, on le rappelle. Et oui. C'est assez compliqué, mais voilà, ça reste une équipe Cholet où on a l'habitude de la voir là ces dernières saisons. Peut-être pas depuis très très longtemps, mais comme une équipe de haut de tableau. Sylvain, je sais pas ce que tu en penses toi, mais en tout cas... Oui, c'est une équipe ambitieuse qui est quasiment systématiquement en play-off. Ouais, puis qui propose un bon jeu offensif. Ouais, un jeu offensif assez riche. Finaliste de D1 récemment également. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Non, ça fait partie des belles équipes. Et puis après, le Dunkerque-Meudon... Oui, qui était a priori un peu déséquilibré quand même. Il y a Meudon qui avait fait l'exploit quand même de battre Épinal à domicile, mais se déplacer à Dunkerque. Ouais, là ça a été... Et puis alors je crois qu'il y a 2 buts sur la même infériorité. Oui, j'ai vu 2 ça. buts Dunkerque, ça c'est quand même rarissime. Ouais, c'est rare. Là, on tue un match en mentalement, on tue une équipe adverse avec ça. Faut le faire. Mais 2 sur l'infériorité, c'est compliqué. Quand t'es l'équipe qui est censée être en powerplay, c'est que, à mon avis, tes défenseurs ils sont très hauts. Ils doivent être placés très très haut sur le powerplay. C'est terrible. Déjà, t'en prends un, c'est dur, mais 2 en une tu minute. fais 2 fois la même erreur. Ah, c'est terrible.
Ouais, c'est clairement le tournant du match. Il n'y a pas eu photo là-dessus. La réaction de Mont-Blanc quand même, qui accueillait Chambéry, deux équipes qui n'étaient pas en forme quand même olympique, et Mont-Blanc a assuré largement, victoire 5-1. Donc on pioche un peu côté Chambéry. Ah oui, peut-être Chambéry se préserve pour la coupe. Ah Non, on en rigole, mais le truc c'est que quand ils sortent Gap, c'est pareil, les matchs d'avant ils étaient pas incroyables. Quand ils sortent Bordeaux, les matchs d'avant ils sont pas incroyables, et là ils sont en train de continuer. C'est que la D1 c'est compliqué pour Chambéry. Ouais. Mais le problème avec cette équipe, c'est que en Coupe de France face à Dunkerque, tout peut arriver. Ah non, c'est clair. Mais bon, en championnat, en tout cas, voilà, c'est une passe un peu compliquée. Morzine aussi, hein, c'est pas simple. Il y avait un match de bas de tableau qui était très important, mais on a quand même réussi à gratter un point sur la glace de Valenciennes. Ouais, et Valenciennes surtout, C'est pas anodin. qui renaît, entre guillemets. On avait dit lors de la dernière émission qu'ils arrivaient à se placer au niveau de la D1. Et là, alors bon, certes, défensivement compliqué, mais offensivement pour eux, très très intéressant. Et en marquer 6 avec différents buteurs également. Je vous laisse profiter pendant ce temps-là du petit pavé de l'ami Bobby Bob qui nous fait ouais, mais notre ami son avis sur le match, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est marrant parce qu'il dit dans mes pensées. J'allais dire que justement c'est peut-être plutôt malheureusement un point de perdu, voire 2 points d'écart de perdu, parce qu'entre une victoire à 3 points, adversaire à 0 points, et une victoire à 2 points, adversaire à 1 point, ça fait 2 points d'écart. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis voilà, ils se sont placés au niveau, et puis il y a des excellents joueurs dans l'équipe de Valenciennes aussi. Ouais, il dit que c'est une des pires équipes qu'il a vues cette année, la moins bonne peut-être. Morzine. Pourtant, moi, Morzine, je vois des joueurs de grand talent quand même, et devant et derrière. Donc voilà. Ouais, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main quand même. Ouais, mais c'est l'équipe qui est... Si t'as 5 bons joueurs dans ton équipe, c'est de genre dominant, c'est pas mal. Il y a Blake Luscombe qui est ouais, mais Marc Schroyer, c'est quand même très très bon, quoi, non? Schroyer, Myers, Luscombe. Ouais. Peut-être Koumine un peu, le finlandais en défense. Ouais, c'est vrai que ça fait pas une équipe, hein, on est d'accord. Mais bon. Non, Luscombe, je regardais ses stats hier, truc de fou ce joueur. Non, mais c'est ça, en fait, c'est leur bloc. En fait, ils ont une ligne d'attaque et une ligne de défense qui est vraiment de top niveau. Le gars, il doit être à 16 ou 19 points en 10 matchs là. Déjà, c'est incroyable. Je trouve que c'est 19 en 10 matchs. Et attends, c'est un joueur de centre. Son pourcentage de face-off gagné, parce qu'il en joue beaucoup, hein, ouais. 71%. Ah, c'est énorme. 71%. Il regarde. Jacquier derrière est à 61. Ah ouais, c'est ça, dans les yeux. 10% de plus. Ah ouais, non, c'est phénoménal. Beaucoup de face-off, c'est incroyable. 71% de face-off ah ouais, non, gagné. C'est phénoménal. Il en a joué au moins plus de 300, je pense. Je suis quand même curieux de voir qu'il n'y ait pas une équipe de haut de tableau qui aille le chercher quand même. Non, mais ce joueur-là, il a tout a priori. Il est à quasiment 2 points par match. C'est un joueur technique qui est excellent. Après, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est le salaire. Je ne sais pas combien il touche. En vrai, c'est peut-être ça le problème. Il y a une belle masse salariale en plus à Morzine. Ouais, c'est un super joueur, ouais. Je sais pas, mais faut qu'il y ait une équipe qui aille le chercher, hein, parce que ça, c'est du joueur haut de tableau. Hein. Ouais, franchement, c'est pas un grand gabarit, mais. Ah non, mais il n'y a pas besoin pour être un très excellent beau joueur. C'est clair. Donc, qu'est-ce que ça donne au classement? Ça donne, du coup, on l'a dit, un quatuor de tête solide, Épinal, Strasbourg, Dunkerque, Caen. Et ensuite, on est sur le ventre bout, un peu Cholet, Mont-Blanc, Brest, Nantes, Tours. Voire Meudon, et puis après Chambéry, Morzine, Neuilly, Valenciennes. Donc Neuilly n'est qu'à 10 matchs du coup, ça leur fait entre 1 et 2 matchs de différence par rapport à toutes les équipes de la division, sauf Nantes qui est aussi à 2 points, à 2 matchs en moins. Donc voilà, Neuilly qui aura besoin d'une vraie bonne série à un moment donné pour s'extirper de ce bas de tableau aussi. Ah là c'est compliqué, il y a eu des choix cet été sur l'équipe mauvais entre guillemets. En tout cas, oui, ça a vraiment pas payé pour l'instant, c'est clair. Il y a 2 Finlandais qui ont des stats désastreuses, et apparemment sur la glace c'est pas mieux. Alors qu'en plus côté gardien, on a plutôt fait un bon choix a priori. On a un bon gardien. Ouais, les deux, Pierre et Willem Sevaux en plus, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est pas côté gardien, c'est excellent, mais Neuilly, ça a toujours été une équipe qui avait des Nord-Américains déjà. Ouais, traditionnellement, ouais. C'est toujours ce jeu-là, etc. Et cet été, ils ont voulu partir sur le côté finlandais.
en allant chercher des joueurs de Mestis, un championnat quand même très intéressant. La Mestis, c'est typiquement le championnat où il faut avoir vraiment les bons contacts pour savoir repérer les bons joueurs. T'as le meilleur et le pire, honnêtement. Et clairement, là, les Finlandais qui ont été choisis, ils n'ont pas le niveau, et limite, fallait que Neuilly reste dans ses habitudes en allant chercher du nord-américain, parce que même là, sur les joueurs les plus efficaces de leur équipe, c'est du nord-américain, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis l'arrivée récente de Fortin va peut-être les aider un peu au niveau. Ouais, Alexandre Picard également, qui a l'air mauvais. Puis après, non, défensivement, ils ont des bons éléments. Dominique Rodel, qui était à Brest, je le trouve très bon, moi, personnellement, en tant que défenseur. Et puis Yakimenko, le russe, qui est aussi un très bon def, mais voilà, c'est comme Morzine, tu fais pas une équipe avec 5 joueurs. Oui, complètement. Non, mais ça, ce sera. Il y a quand même des bons Français. Hein, ouais, Maxence Sovitu. Voilà. mon petit Maxence Sovitu que j'ai drafté. Je l'aime bien. C'est quand même un joueur fiable et tout ça. Mais bon, en tout cas, on a besoin de trouver sa voie et son identité côté Neuilly. C'est un peu une transition compliquée de ce côté-là. Il bénéficie pas non plus des licences bleues, alors qu'il y a un partenariat, il me semble, avec les Jokers. Ah oui, c'est vrai, au départ c'était avec Amiens, ouais, puis et maintenant c'est Cergy. Ouais. Et particulier parce qu'ils en ont pas. Et d'ailleurs, en parlant de licence bleue, Valenciennes, on l'a pas dit, mais leur gardien est blessé, c'est pas rien, ça. C'est Antoine Gilbert qui gardait les cages de Valenciennes. Ah, c'est quand même du luxe. Le backup de Amiens, backup plus en plus, parce qu'il se partage les matchs avec Clément Fouquerel. Ouais, il est bon, il est très bon. Et puis voilà, c'était lui qui gardait les cages de Valenciennes, et puis ça leur a permis de gagner en plus. Ouais, complètement. Voilà, on a vu Bobby Bob qui parlait notamment du Valenciennes-Neuilly qui sent la poudre, effectivement. Là, vraiment, côté Neuilly comme côté Valenciennes, on ne doit pas le perdre celui-là. Non, ça va être très intéressant. Match encore de bas de tableau. Mais... Tout à fait. Donc voilà pour ce qui concerne la D1. On voulait aussi parler de la D2 parce qu'on n'en parle pas souvent. Et puis voilà, faire un petit point quand même. On arrive près de la fin de l'année. Est-ce qu'on ferait pas une petite transition avec Justine ? C'est ça, moi je trouve que l'anecdote est très sympa, donc je t'en prie, vas-y, je te la laisse. Eh bien, on va parler de notre gardienne de l'équipe de France, Justine Krusy-Théod. Théod Krusy, ou je sais plus dans quel sens. En tout cas, je crois que Krusy en premier. Et qui fait partie des joueuses qui jouent dans un championnat masculin, car elle est la gardienne numéro 2 de Reims en D2, et tout simplement Reims ont gagné 6-0 face à Colmar, et c'est elle qui a gardé les cages. Ouais, chapeau Justine, titularisation en D2, petit blanchissage, petite victoire 6-0. Que dire d'autre ? Elle peut arrêter sa carrière là et finir sur un blanchissage. C'est beau, hein. Magnifique. Non, mais c'est super, franchement, chapeau. Dans ces championnats-là. Chapeau à Justine, effectivement, que j'ai eu la chance de voir, de faire en interview quand j'avais fait le Tour de France du hockey à l'époque, et qui a aussi été pas mal impliquée dans le roller également. Je crois qu'elle était même en équipe de France de roller à un moment donné. Donc voilà, on est content de voir cette performance-là, je vais y arriver, de son côté, un peu difficile le dimanche matin. Voilà, donc juste un point sur le classement pour dire qu'en tête de la poule, on trouve les Français volants. Du coach Jérôme Pourtanel, qui équipe mythique du hockey français, qui se porte bien en D2 en tout cas. Le club parisien, faut le dire là. C'est typiquement, il joue à Bercy, il me semble. Ouais, sur la glace, glace secondaire. Ouais. Voilà, c'est pas la grande glace, hein, c'est. Non c'est pas les mêmes frais de patinoire. C'est ça. C'est loin, mais. Colmar en D2. Ouais, c'est pas facile pour les Titans de Colmar depuis un moment déjà en D2. Effectivement. Donc les volants, et puis un très beau promu quand même, La Roche, le Hogli, qui est deuxième de cette poule-là. Poule peut-être qui semble quand même vraiment plus faible que l'autre. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, on peut citer les autres clubs. Il y a Rouen 2 qui est sur le podium. Ensuite, Amnéville, Angers 2, Reims, Courbevoie, Évry-Viry, Amiens 2 et Colmar. Donc, c'est vraiment la poule géographique nord, région parisienne, quoi. Et après, voilà, on peut de l'extérieur comme ça, avec ce qu'on en connaît, ça a l'air un petit peu plus faible que de l'autre côté, où on va citer la poule B. C'est quand même. Moi, pour moi, la poule est plus faible. Après, je ne suis pas assez la D2 pour
Ouais, c'est ça, émettre un avis. On pourrait se faire démentir par les résultats futurs des playoffs. Mais voilà, du peu que je connais, puis sur les effectifs, en tout cas, mon premier jugement avec la poule sud est supérieur et c'est l'avis un peu général qui ressort de la D2. Et oui, les équipes de D2, on a le HCMP, Courchevel, Méribel, Bras-Lognan. Ouais, les bouquetins. Exact. Villard-de-Lans, qui est second. Roanne, toujours dans l'ordre. Toulouse, Montpellier, Vaujany, Annecy, Clermont, Valence, Lyon. Beaucoup d'anciennes équipes de D1. Ouais, et puis étonnamment, Lyon, on pensait le projet sur les rails quand même pour essayer au moins de faire. De bien exister en D2, là c'est très compliqué pour les Lions de Lyon. Ouais, ils ont fait un ajustement, là ils sont allés chercher 2 Russes. Ouais, on verra si ça impacte un peu. Mais... Ils ont déjà des points à eux deux, un défenseur qui doit avoir 2 points et l'attaquant 1. Mais je pense clairement que c'était pas l'objectif. Puis je sais pas si tu te souviens, Sylvain, mais la première fois qu'on avait parlé de Lyon, c'est quand ils avaient sorti le Mont Blanc. Eh oui, oui, de France, exactement. 6-1. Ouais, c'est vrai. Là, on est loin de cette performance. Sylvain en D2, c'est compliqué pour Lyon. Dans une poule où, sans être péjoratif envers personne, puisque je ne regarde pas les équipes, mais je pense qu'avec un Valence ou un Clermont, ça se joue. En tout cas, ça devait être l'objectif en termes d'infrastructure et de clubs. Il y a des clubs qui sont mieux structurés que d'autres. Et Lyon a un passif plus important que celui de Clermont sur les dernières années. Et oui, c'est compliqué. Et puis Clermont, en fait, qui figure plutôt bien pour un repêché, qui de base devait redescendre en D3. Leur sort était scellé après le... Ah là, ils viennent de après les playdowns, mais comme Mulhouse a été oui, rétrogradé, ça a changé toutes les divisions. Et puis eux, ils sont conservés en D2. Puis là, ils ont fait revenir un Finlandais. Et puis, ça... Pour l'instant, ça la dernière sortie a été compliquée quand même. Ouais, mais ils ont pris carton. Ouais, c'est ça. Exactement. Et Montpellier, qui alterne le bon et le moins bon, qu'on pensait quand même bien outillé pour remonter directement. Voilà, pour l'instant, c'est du milieu de tableau dans la poule. Donc ça confirme le niveau de cette poule B, qui est quand même assez intéressant. Ça va être intéressant de suivre ces équipes-là, parce que va y avoir le fameux barrage entre l'équipe de D2 et de D1. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse un petit peu à la D2. Et oui, puisqu'on le rappelle, la D1 va passer à 16 équipes l'an prochain. Donc voilà, c'est très intéressant. Du Super 16. Voilà, donc peut-être ça pourrait être à l'arrivée les 14 actuels plus 2, mais ça peut aussi être 13 plus 3. Si le barrage est gagné par l'équipe de D2. Parce qu'on rappelle, il y aura un barrage entre le dernier en fait, de D1 et le troisième de D2. D'ailleurs, comment ils déterminent le troisième? Voilà, peut-être le perdant de la demi-finale. Ils vont refaire un match entre demi et demi, ou ils vont prendre dans la demi-finale le mieux classé en saison régulière. C'est ou ça, ou alors l'équipe qui a, celle qui a perdu contre le vainqueur de D1. Je sais pas, faut trouver un critère, c'est pas évident. Je pense que celui de la saison régulière serait le plus honnête, mais si c'est 2 poules différentes, ça n'a plus de sens quoi. Le mieux, ce serait de les faire jouer ensemble, mais ça fait beaucoup de matchs à jouer du coup. Après, il faut rejouer une série, puis après, il faut rejouer encore une série. Ça fait beaucoup. Ça use. Je pense qu'ils trouveront un critère avant. Et puis, on nous dit que c'est compliqué de trouver un favori pour la D1. Non, mais moi, j'ai pas de problème à voir des Montpellier, Toulouse, Roanne, Villars, Français Volant en D1. Hein. J'ai aucun problème. Parce qu'on s'est habitué à une D1 qui est très dense. Après, est-ce que tout le monde le souhaite ? Non, mais c'est ça, c'est plutôt ça, c'est les projets clubs où ils en sont et les moyens qu'ils ont. Ça, on n'a pas le détail sur tout le monde. Mais ouais, dans l'avenir récent, moi je pense Roanne. Déjà, qui faisait partie des équipes qui avaient monté un dossier ambitieux, qui est un club qui structure bien. Après, à Montpellier, un retour, ça serait peut-être pas honteux, mais ils sont redescendus et s'ils n'ont pas demandé à être repêchés, c'est pour une raison. Ouais. Et puis dans la poule A, Sylvain, je veux bien que tu me la remontres. Mais, il y a les volants. Hein. Et puis... Reims, qui a le projet de nouvelle patinoire là, qui arrive bientôt. Donc, ça va pourquoi pas dans les prochaines années. Mais là, ça paraît un peu court. C'est un peu court. Mais là, c'est trop tôt. Là. C'est trop tôt. Et puis le Ogli, c'est pareil. Il y a beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves dans cette poule A. Déjà, ça. Oui, il y a La Roche. La Roche, c'est les Français volants. Ouais, c'est ça.
À suivre en tout cas de ce côté-là. On voulait vous parler aussi de l'équipe de France U20 qui va disputer son mondial de D1A, c'est ça. Voilà, on rappelle lors de leur dernière compétition internationale contre d'ailleurs des équipes, ils vont rejouer des équipes qu'ils connaissent déjà. Là, ça va se jouer en Hongrie. Ils avaient terminé milieu de tableau à peu près. Je crois que c'était sur 5 équipes, ils avaient fini 3ème. Voilà, donc en plein milieu. Là, ils vont affronter. Donc ça commence dès aujourd'hui avec le match contre le Danemark et ensuite tour à tour, ils vont affronter le Japon, le Kazakhstan, l'Autriche et la Hongrie. Et ça, voilà, l'autre finale, on espère qu'on jouera pas le maintien sur le dernier match. Après, on n'est pas à l'abri de voir aussi des bonnes surprises et cette équipe performer. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, cette équipe de France U20 qui est quand même la dernière marche avant l'équipe de France A. Donc, et une équipe coachée par Eric Blé. Ouais, c'est le premier championnat très intéressant du monde, aussi. Donc, intéressant de voir. Puis il y a des beaux talents quand même. Valentin Grossetête, Raphaël Chauvel, des joueurs qu'on connaît déjà pour les avoir vu jouer, donc c'est intéressant. Et puis je suis en train de me rendre compte que c'est également, moi pour être allé voir les U18 d'ERA cet été, des équipes qu'on retrouve selon les catégories, parce que moi il y avait déjà des France-Danemark, France-Japon, France-Kazakh. C'est des nations qui se placent en termes de formation au même rang. Mais ça nous donne une idée d'où on en est à peu près en matière de formation. Rien à voir, mais les Japonais proposent du vrai jeu et peut-être faire attention à eux les prochaines années. C'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais rien qu'au foot, on les voit, les pays asiatiques prendre de la force, et j'ai l'impression que sportivement ils se développent bien. Et au hockey, honnêtement, je pense que le Japon peut jouer quelque chose. Alors, leur grand défi pour connaître un peu les équipes jeunes côté Japon et tout, c'est de dépasser le cadre du développement individuel du joueur et de vraiment avoir un travail collectif. Oui. Parce qu'en fait, ce sont des pays où en fait, on mise en tant que famille de l'argent sur un joueur pour le développer individuellement. Mais après, la question du collectif, elle se pose vraiment, quoi. Les équipes coréennes ou japonaises que j'ai pu voir, souvent c'était le problème. On voyait vraiment des talents individuels intéressants, mais par contre le jeu collectif était faible, peu existant. Donc c'est vraiment là le défi de travail de ces nations-là. J'ai vu en France-Japon à Angers, t'inquiète pas, ils se sont fait manger collectivement, individuellement. C'était assez étonnant en plus, parce que moi j'avais pas de réelle attente face à un Japon U18 qu'on connaît très très peu, parce que le Japon, oui, bien sûr. Il est pas très médiatisé. Et puis voilà. En gros, on le connaît parce qu'on connaît le hockey japonais, parce que de temps en temps, il y a un joueur avec des skills incroyables, on nous passe des vidéos. Mais après, souvent, c'est pas forcément des joueurs qui font des carrières intéressantes derrière. Pour les voir en face de soi, face à des Français que nous on connaît, c'était particulier. Puis Nino Surkic qui confirme. Et puis oui, c'est là-bas où j'avais croisé Nino pour la première fois, puisqu'il couvrait le tournoi. Et tout simplement, non, les Japonais, à voir. Et puis il y a des talents individuels. Il y en a un qui est en AHL aujourd'hui. Après, il y en a en junior, majeur, etc. Mais il y en a qui s'exportent en Amérique du Nord. Et pourquoi pas le Japon ? Pourquoi pas ? Des pays exotiques un petit peu par rapport au hockey, mais why not ? Ouais, puis il y a des étrangers qui les aident à développer, des Nord-Américains notamment. Donc c'est intéressant, effectivement. On va passer à nos Frenchies, si ça te va. Allez. Voilà, après on aura une ou deux anecdotes pour terminer. Après ça, on commence par Pierrick Dubé, qui est à sa place en AHL, qui fait largement le boulot et qui sort un peu la tête du nombre immense de joueurs qu'il y a en AHL. Il joue bien sa carte. Un point par match là, sur les 5 derniers matchs. Il marque beaucoup. Moi, c'est surtout ça qui m'étonne. Parce que ça vaut plus que tout. Il y a des points, mais les buts surtout. Et lui, il marque beaucoup en AHL. Tant mieux, pourquoi pas plus. On voit des joueurs qui ont la chance. Là, il y a... je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai vu ça passer, j'aurais dû me le noter pour le live, mais un joueur qui a 27 ans, là, qui vient d'avoir son premier match en AHL, j'ai vu Johnston, il s'appelle. Mais puis il y a eu un Québécois il n'y a pas longtemps aussi, qui est non drafté, etc. Et lui, non drafté, il a eu sa chance en East Coast une première année, il l'avait pas saisi, il n'avait pas marqué ni rien, il a été rappelé l'année d'après par une autre équipe où il s'est vraiment donné. Pareil en USHL, c'était compliqué pour lui, il n'était pas incroyable et tout. Puis il a joué un match
en NHL, donc rien n'est perdu quand on se donne les moyens. Absolument. Et je pense que Pierrick Dubé, en fait, quand j'ai regardé la fiche prospect du gars, je me dis ah ouais, en fait, c'est à côté Pierrick, il cartonne en AHL et tout. Pourquoi pas qu'il soit testé au moins une fois avec les Caps, quoi. Surtout dans le contexte actuel des Capitals où c'est pas la joie, quoi. Ils peuvent se tenter des ajustements. Ouais, on a hâte de voir s'il va avoir sa première cape en NHL bientôt. On l'espère, voilà. Pour le fils du Québécois Roger Dubé, qui jouait en France dans différents clubs à l'époque. Et de ce fait, on a vu Pierrick naître de notre côté français, ce qui nous permet aujourd'hui de l'avoir avec l'équipe nationale. Hein. Tout simplement, ouais, et d'avoir un joueur engagé comme ça, ça fait plaisir. On a toujours Justin Adamo qui est en HL, donc on est content, il a sa chance. Ouais, franchement, c'est intéressant. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant conservé. Ouais. Parce que contrairement à Pierrick, lui statistiquement c'est un peu plus compliqué par rapport à ce qu'il nous avait habitué en East Coast où son utilisation et puis la marche est haute. Hein. Ouais, là il doit être à 2 assists en 9 matchs. Mais il est conservé. Il est encore en AHL, en tout cas il n'a pas été envoyé en East Coast. Il a le profil, le gabarit, l'intelligence de jeu, une forme de leadership. Je pense qu'on y croit au sein de ce collectif, de cette formation-là. Donc tant mieux pour lui. Et puis voilà, on n'avait pas grand-chose non plus à citer sur Justin parce que non, c'est ça. Il est toujours en HL. Pas énormément, mais il est déjà dans la seconde ligue américaine. Donc. C'est ça, puis celui qu'on espère revoir beaucoup en HL à l'avenir, c'est Louis Boudon aussi, évidemment. Oui, celui à qui le passage a été beaucoup plus court, c'est Louis. Et lui, là, il est à 14 points en 16 matchs avec les Iowa Islanders. Les stats vraiment très corrects. C'est lui, en fait, qui devrait retourner en AHL, mais c'est une autre franchise, c'est différent, pas les mêmes besoins également. On va voir, effectivement, il y a plein il n'a pas le même gabarit que Justin. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quand même une donnée qui n'est pas anodine en Amérique du Nord. On a beau dire que le hockey a beaucoup changé, ça reste quand même important pour certaines formations. Ouais. Je trouve ça même parfois désolant. Même pour citer le gardien anglais, Dylan Saint-Cyr, le gars avait des stats incroyables en NCAA. Moi, de ce que j'ai vu maintenant, les gardiens, il faut qu'ils fassent 1m90 mais en le NHL. gars lâche très peu de rebonds et il est très vif. À quelques centimètres près, jamais il vit en Europe. Hein. C'est étonnant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment étonnant. Dylan Fabre aussi s'est mis en avant. Très heureux pour Dylan Fabre, qui sa production est correcte, mais surtout le petit doublé là qui fait du bien. Ouais. Puis lui, il marque tout le temps en powerplay. Ce gars, c'est trop grave, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il est utile à son équipe. Et puis l'adaptation se passe très bien pour lui. 13 points en 28 matchs. Première saison à l'étranger pour Dylan. À Assat, qui est une très belle équipe de. Ouais, puis en Finlande, il y a le côté technique, le hockey, d'accord, mais culturellement, c'est pas simple. Hein. C'est pas forcément. Selon à l'endroit où tu tombes. C'est culturellement, c'est différent, quoi. C'est différent de la France, nettement différent. Donc, moins intéressant. Ça se passe bien. En tout cas, sportivement et sur la glace, ça se passe bien. Et puis, on espère pour lui que personnellement aussi, ça se passe bien. Bien sûr, ouais, tout à fait. On continue avec nos internationaux, avec Hugo Gallet du côté de Kalpa. Oui, lui, par contre, ça fait un peu plus longtemps qu'il y est en Finlande. Hugo Gallet, c'est tout simplement un def qu'on adore ici. Je sais pas toi, mais. Ouais, et puis en plus il joue en Liga, c'est un super championnat. Et puis c'est nos dignes représentants français. On a parlé d'un attaquant juste avant, là on parle d'un défenseur. C'est aussi à souligner, c'est qu'on arrive à diversifier notre formation et le fait que même nos défenseurs s'exportent. Nos gardiens, Antoine Keller aussi, dont on parle souvent, qui a été appelé avec les U20 en Hongrie. À chaque poste, on arrive à les envoyer à l'étranger, et tant mieux. Parce que si on avait eu que des attaquants et qu'on devait faire des choix, là, ça va. On arrive à avoir. On manque toujours de formation de défenseurs en France, quand même, c'est une constante. Mais ça va on a des defs qui partent quand même, c'est intéressant. Mais il faut former beaucoup plus de défenseurs. Alors, on peut peut-être passer à la suite si ça te va, Mathéo. Oui. Parce qu'avec il y a Tim Boson là qui est fort. C'est pour ça qu'on a mis le maillot là. Oui, Tim Boson. La Tim Boson, parce que les deux frères. Ouais, la Tim Boson. Tim Boson. Ouais, mais lui, Tim. Mais Tim, lui, il a battu son record. Sniper. C'est pour ça qu'on a affiché son maillot. Il a battu son record. Alors, c'est le maillot de Christophe Baluette, vous voyez le numéro 39. Donc, voilà.
Non, c'est le maillot de Tim Boson qui nous a envoyé la semaine dernière. On le remercie. Ah bah, s'il veut nous envoyer un maillot, on est preneur. Voilà, qui a battu son record perso de buts marqués en Suisse sur une saison. Et puis là, il l'a battu tôt, hein, son record, 11 buts en National League. Et c'est excellent pour lui. Il connaît une saison où il est épanoui. Il a même dit, parce qu'en absence de top scorer, on lui a proposé le casque, le maillot. Il a dit non, moi je le veux pas, donnez-le à un étranger, laissez-moi faire ma saison tranquille. Et tant mieux. Tant mieux, Tim Boson qui prend ses marques, qui a longtemps été un beau prospect. Ça, on le répète, mais voilà, il aurait pu finir au Canadien de Montréal dans un autre monde. Et, il a quand même traversé une terrible maladie qui est pas passé loin de l'emporter, donc on est tellement heureux de le voir sur des patins, de le voir briller comme ça. Et puis, honnêtement, plaisir, l'équipe de France, il fait le boulot, hein, quasiment tout le temps. Hein. Et Dieu sait que c'est pas simple quand on est le fils du sélectionneur. Voilà, et puis il a son petit caractère aussi, Tim, mais en tout cas il fait le boulot souvent avec l'équipe de France, donc très bien de le voir briller comme ça. Voilà, c'est la joie dans le camp Boson, on peut dire. Ouais, je pense. Hein. Je pense que c'est la joie dans la team Boson, hein, tout simplement. Et là, à Joie, on a son frère qui est revenu. Ça y est, il vient de comprendre. Il vient de comprendre la vanne, c'est beau. C'est ça le dimanche matin. Ouais, des balayeurs, c'est compliqué. Laissez-nous reprendre nos marques, s'il vous plaît. D'ailleurs, ils vont lancer une nouvelle émission du côté du hockey suisse à Ajoie. C'est LOL Thierry sort. Je sais pas si tu vois. Alors, si vous voyez la configuration de la pièce, il ne peut pas partir en fait, Mathéo, parce que sinon je pense qu'il serait parti. Alors non, malheureusement la porte est derrière, c'est la seule issue. On a une fenêtre devant nous qui est malheureusement fermée, donc. Et puis là, t'as un gardien derrière toi en fait, t'as un maillot de gardien et puis une crosse de gardien pour t'empêcher de partir. Donc là, puis non, j'ai un mur à ma gauche. À la limite, je peux sortir du champ. Et encore, même là, c'est compliqué. Encore, je peux recadrer de manière à ce qu'on te voit quand même. Donc, bah non, mais je le laisse dans son délire, c'est tout. Faut le laisser dans son délire, Sylvain. Mais... Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent, on lâche un petit rictus, un petit quelque chose. Mais on le lâche tous, mais... c'est malheureux. C'est désolant. À votre corps défendant. Donc Kevin Boson et Thierry à Ajoie. Donc voilà, club Cocorico. On est content de les voir. National League. Ouais. D'ailleurs, dans les franchises, on n'en parle pas, mais il y a énormément de Français aussi dans les staffs étrangers. Ah oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Voilà, peut-être on en parlera un jour, mais en Suisse, c'est vrai qu'on a pas mal d'ex-français qui se sont expatriés là-bas. À Joie, il n'y a pas un Français, mais on va dire qu'il est d'adoption. Vlad Yalowski. Oui. Qui est entraîneur des gardiens à Joie et des équipes de France également. Et voilà, c'est vraiment le Frenchy Club. Je pense même que l'assistant coach de l'équipe de France est à Ajoie. Oui, tu parles de... c'est en Suisse. Oui, ouais, non, mais j'ai son nom m'échappe. J'ai perdu son nom, mais je crois qu'il est aussi à Ajoie. Donc, il y a des liens forts entre Ajoie et l'équipe de France de hockey. Ça, c'est très clairement, ouais. Et puis on a Enzo Guebé du côté de Davos aussi, on le cite pas tout le temps, mais un joueur que j'aime beaucoup aussi. Ouais, qui a eu sa chance là-bas, et puis ça nous fait pas mal de Français en National League, c'est toujours intéressant. On fait un peu en mode rapide sur la fin de l'émission, sur les derniers Français. Ouais, Charles Bertrand, toujours cartonne, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, il joue à Ingolstadt, équipe allemande éliminée de la Champions League, mais qui avait battu Rouen. Johan Avitu et Valentin Clairaut qui sont toujours en lice. Oh non. Fallait pas que tu lises le commentaire au milieu de temps. Mais non. Et oui, voilà, c'est une famille qui est la famille de la vanne. Encouragez-les pas. Donc Johan Avitu et Valentin Clairaut qui perf. Johan qui est de retour sur les glaçons, là ça y est, il s'installe, il est sur la 3e paire de Vitkovic. Tout simplement, il est à 3 points en 7 matchs pour ce def mi-offensif mais défensif. Très bon def, top def en tout cas. Joueur extraordinaire. Moi je suis un fan absolu de Vitu. On est deux, on adore clairement Johan et ils sont toujours en lice en Champions League. Ils ont seulement perdu 2-1 au tour là, donc il va y avoir le match retour. On espère et on croise les doigts pour eux. Et puis en Ligue des Champions, on n'a pas parlé pour la Suisse, mais on a Elliot Berton
Ah oui, c'est vrai, qui joue à Genève. Et on se faisait la réflexion avant l'émission qu'on en parlait. Et qui lui aussi joue en Suisse en National League. Genève, une équipe qui connaît une saison compliquée cette année, mais toujours en Ligue des Champions. Et voilà, pareil, hein, comme Valentin et Johan, on lui souhaite de se qualifier et d'aller loin dans cette compétition. Il y a d'autres Français qui cartonnent. Il y a d'autres Français, hein, Sylvain. Guillaume Leclerc. Guillaume Leclerc, on est bien. 31 points déjà. Voilà, une machine. Une machine, meilleur passeur du championnat, il me semble. Et en tout cas, Guillaume Leclerc, vrai mastodonte, ce joueur. Ouais, et puis celui qu'on n'oublie pas. Le joueur oublié de la Fédé, on comprend évidemment pourquoi on en a parlé la dernière fois, on va pas en refaire un topo à chaque fois, mais Steph Dacosta, c'est 1 point par match. Hein. Voilà, 2 points, 3 assists sur les 5 derniers matchs. Ouais, dans le 2e meilleur championnat du monde. Comme d'hab, hein. Ouais. Comme d'hab, Stéphane Dacosta, maintenant on n'est plus très choqué de le voir performer à ce point-là. C'est devenu une habitude en fait. Pour certains joueurs, s'ils avaient eu ses stats, on serait comme des fous, mais Stéphane, il a déjà fait mieux quoi. Donc même quand il a des stats incroyables, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait. Donc on est très content pour Stéphane Dacosta. Ok, c'est ça. On avait encore une anecdote. On va éviter de reparler de l'histoire. De notre internationale française Betty Joigny, parce que c'est franchement on est dans le pathétique, je trouve, absolu. Donc next, si ça te va. Non, pas trop envie d'en reparler, honnêtement. Il y a un article dans l'équipe. Voilà, du coup ça fait parler du hockey, c'est bien, on est content. C'est sur des sujets aussi problématiques. Voilà, c'est parfait. Mais oui, tu avais une super anecdote par contre, hyper marrante, de ce qui concerne le hockey suisse et Cloton en particulier. Mais oui, parce que on s'amuse je cherche des anecdotes à vous proposer à chaque émission quand même, parce que ça, voilà, on vient pas que pour les résultats de Magnus. Je vais travailler sur un jingle, les anecdotes de maths. Mais vas-y, carrément. J'en trouverai plusieurs par émission. Là, ça vient d'un article de Grégory Beau, quelqu'un qui couvre le hockey suisse et qui est excellent. Moi, je le suis sur Twitter et reporter, j'adore ses articles, c'est toujours excellent à suivre. Et là, on va parler de l'histoire magique pour Liam Yuki Dawson, gardien de 18 ans. Tu dois pas connaître son nom, non, absolument supporter pas. Là, de Cloten non plus, pas, parce que c'est quelqu'un qui faisait du junior à Cloten, un gardien U20, numéro 1 U20. Et tout simplement, il y a eu un déplacement de Cloten, l'équipe A, donc, il n'est pas concerné, à Genève. Genève, pour ceux qui ne le savent pas, moi non plus je ne le savais pas parce qu'on est en France, on connaît pas les villes en Suisse, mais c'est à 3 heures de route quand même, de Genève. Déplacement, voilà. Un vendredi soir. Donc le vendredi, Liam il a 18 ans, il a cours, hein, tout simplement. Et puis il sort des cours et on l'appelle. Ouais, le gardien numéro 2, il est malade, on a besoin de toi. C'est incroyable. Sauf que Liam, tu sors des cours, t'as ton sac à dos encore avec tes cours et tout. Ouais, le mec, j'ai une partie de Fortnite de prévu avec les potes. C'est clairement ça pour lui, il avait peut-être des devoirs à faire pour lundi. Et précipitation totale, un vendredi soir, donc on sait tous ce que c'est que le vendredi soir sur les routes, c'est un bordel monstre. Vite, patinoire, récupérer les équipements, faire les 3 heures de route jusqu'à Cloten, jusqu'à la patinoire. Il arrive, il a été inscrit sur la feuille de match du coup pour remplacer le backup. Il a même pas pu s'échauffer. Dès qu'il est rentré dans la patinoire, le match avait déjà commencé. Donc tu vois le mec arriver avec son sac à dos et tout, et il y a ses coéquipiers qui sont. Moi je l'imagine encore, tu sais, qui s'est habillé dans la voiture et sortir carrément avec ses jambières et tout, courir vers le vent. Je pense que c'était vraiment à la limite du singe. Genre vraiment, t'arrives dans le vestiaire, il est fermé, tu peux même pas rentrer dedans. Ça devait être incroyable. Et pour la petite histoire, Cloten a perdu le match, ça s'est vite passé en 3-0. Il n'est pas rentré en jeu malheureusement. Défaite. Ça aurait pas été forcément un cadeau, hein, parce que là le pauvre avec le peu de préparation. 6-4 il me semble, mais il n'a même pas fait l'échauffement. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que oui, il faut être préparé à tout quand t'es backup comme ça. Et il a dit, il faut toujours être prêt. Et j'ai été prêt, j'ai fait les 3 heures de route pour l'équipe. Mais il a dit j'aurais peut-être pas aimé entrer sur la glace sans m'être échauffé ni rien. C'est clair, complètement. Mais en tout cas c'est drôle cette histoire de sortir des cours et devoir se précipiter, faire 3 heures de route quand même pour aller faire le backup. C'était la petite anecdote du jour. Ouais, complètement. On va terminer l'émission sur une recommandation et puis un gros salut. Je vais vous montrer ça à la caméra. Hop, vous verrez le mieux, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Les petits cracks du hockey. Non, ce ne sont pas nous. Hop, j'espère que vous voyez bien.
Nickel. Bah, c'est une recommandation qu'on vous fait au balayeur. On a regardé, je vais vous montrer quelques pages là vite fait. Hop. Voilà, c'est José de la Vache qui Meut qui a fait ça avec le club de Champigny. Voilà, c'est un projet éducatif en fait autour de ça. Et qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est tout simplement une BD super quali d'ailleurs. L'impression est nickel et c'est super beau qui est destiné en fait aux plus jeunes, je pense, à leur apprendre les gestes du hockey, le matériel, comment on s'équipe et tout. Etc. C'est autour d'une petite histoire de deux jeunes hockeyeurs, un garçon et une fille qui se rencontrent et qui disputent un match, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment génial. Regardez-moi ça. Voilà, c'est top. Donc allez voir sur les réseaux sociaux de la Vache qui Meut et de Champigny, de José et de Champigny. Ça voilà. peut être une idée de cadeau en fin d'année. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Voilà, petit cadeau pour les grands et les petits. Ouais. Les dessins sont magnifiques. Puis la Vache qui Meut, on le connaît. Ouais. Ah ouais, bah oui, il a longtemps œuvré pour les Dracars de Caen, effectivement. Donc voilà, là c'est en collaboration avec les Caribous et c'est topissime. Donc voilà, félicitations à Nicolas Balazuc et Jérôme Verret qui sont le côté hockey, technicien du hockey de l'affaire et du projet, et puis à José voilà, et sa compagne également pour tout le travail effectué. C'est formidable. Donc voilà, c'est la petite recommandation de fin d'émission. Pour les novices, ça peut être pas mal, hein. Ah bah non, c'est génial. Franchement, pour introduire ça, pour introduire des nouveaux, etc., t'en achètes un. T'invites tes potes à chaque fois, tu ramènes le petit bouquin. Moi, je pense que c'est une belle idée de cadeau, ce petit livre. Ouais, tout à fait. Donc, on vous salue tous. On espère que vous allez passer un très bon dimanche. Pour ceux qui nous regardent en direct et pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à voir tout le reste des vidéos qu'on peut faire. Voilà, la mise en ligne a été un peu complexe ces derniers temps, donc on n'a pas encore la vidéo de mercredi dernier en ligne qui concerne les logos du junior majeur. On a classé dans une tier list, on s'est bien amusé avec Matt, mais on vous prépare une super vidéo qu'on va tourner cet après-midi de fin d'année aussi, qui va être super sympa. Petite vidéo, vous allez voir, on va parler vraiment du top à nos yeux des joueurs de hockey, donc ça va être sympa comme tout. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et puis à très bientôt en direct autour des glaces de France ou alors sur les internets. Mais carrément. Salut tout le monde, on vous embrasse.